C'est l'heure du 19h de Public Sénat. Toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mercredi 8 septembre. Une série d'aménagements, mais pas de recul sur les 62 ans. La réponse de Nicolas Sarkozy à la journée d'action sur les retraites laisse les syndicats sur leur faim. Ils appellent à une nouvelle journée de manifestation le jeudi 23 septembre. Le Sénat résiste au tour de vis sécuritaire. La commission des lois rejette les amendements du gouvernement sur les peines planchers, les mineurs et l'aggravation des peines pour les meurtriers de policiers. La réforme de la garde à vue ne suscite guère d'enthousiasme. Les avocats, dont la présence sera possible dès la première heure, se montrent eux-mêmes méfiants. Les policiers se disent affligés. Débat à suivre dans le 19h. Édition au cours de laquelle nous recevrons par ailleurs Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France, qui se mobilise contre la malbouffe dans les cantines. Une meilleure prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, le prolongement de l'avantage accordé aux fonctionnaires ayant eu 3 enfants, mais le cœur de la réforme des retraites demeure avec les mesures d'âge, d'où le rejet ce soir sans appel des syndicats. Le dispositif concocté à l'Élysée sera discuté dès ce soir par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Fabrice Cunet. La mesure phare des concessions accordées par Nicolas Sarkozy aujourd'hui concerne la question de la pénibilité. D'après la présidence, 30 000 personnes par an sont désormais concernées. Il est proposé d'abaisser à 10% le taux d'incapacité pour faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans. C'était 20% auparavant dans le projet de loi initial du gouvernement, ce qui va tripler le nombre de bénéficiaires concernant cette mesure. Une commission devra déterminer précisément qui bénéficiera de cet aménagement. Une mesure bien accueillie par les députés UMP, invités à déjeuner à l'Élysée ce midi. Nous sommes le seul État au monde à mettre, je dirais, en vigueur les notions de pénibilité avec la retraite. Donc c'est quand même une avancée sociale importante. Et bien sûr, il faut, le diable est dans le détail. Autre aménagement, le chef de l'État veut élargir le dispositif carrière longue. Après modification, il concernerait tous les salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans. Bref, le chef de l'État et sa majorité jouent la carte de l'apaisement après la forte mobilisation d'hier. Du côté des syndicats, certains, comme M. Chérec par exemple, ont fait des propositions. Lui-même, le chef de l'État, a indiqué qu'il était prêt à faire des ouvertures. Donc le tout est de savoir où on met le curseur. Je crois que c'est ça qui est important. Au total, l'Élysée annonce avec ces mesures un surcoût de près de 900 millions d'euros par an. En revanche, pas question de négocier l'âge de départ à la retraite à 62 ans ou l'augmentation des impôts. Et les aménagements annoncés par l'Élysée sont estimés à 1 milliard d'euros. Martine Aubry juge que Nicolas Sarkozy oppose une fin de non-recevoir aux Français en ne proposant que des mesurettes, dit-elle. Je vous rappelle que l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation. Ce sera le jeudi 23 septembre. Nous sommes en ligne avec Éric Aubin, en charge des retraites à la CGT. Bonsoir. Bonsoir. L'Élysée donc a bougé ce matin, mais les syndicats restent inflexibles. Oui, et je crois que la mobilisation d'hier, le niveau de la mobilisation a contraint le gouvernement et le président de la République notamment à apporter quelques mesures, mais qui ne satisfont pas les organisations syndicales, qui fait que le caractère même du projet de loi reste injuste, inefficace et de court terme. Donc je crois que c'est pas ces mesures-là qui peuvent permettre de stopper un conflit de la nature du conflit qui est en cours. Oui. Nicolas Sarkozy l'a répété aux responsables de la majorité, Éric Aubin, il ne veut pas revenir sur les mesures d'âge. Vous lui demandez de tout modifier. En fait, ce serait pour lui un suicide politique, vous le savez. Oui, mais nous n'avons pas eu l'occasion de confronter nos idées, de négocier, et donc l'approche du gouvernement était une approche démographique. Nous l'avons contestée dès le début, dès le mois d'avril. Donc il ne faut pas être étonné aujourd'hui que les salariés se sont mobilisés largement pour dire il nous faut un autre projet de loi que celui qui est proposé. Les mesures d'âge, ce sont des mesures qui sont fortement injustes pour les précaires, pour les jeunes et pour les femmes. Je rappelle que les femmes sont 30% obligées de travailler jusqu'à 65 ans pour avoir des pensions complètes aujourd'hui pour ne pas subir les décotes. Demain, si c'est 67 ans, ce sera pour elles donc bien souvent une baisse du niveau des pensions puisque les décotes s'appliqueront car elles ne pourront pas travailler jusqu'à 67 ans. Dernière question, Éric Aubin, vous appelez donc avec l'intersyndicale et FO, vous allez pouvoir le confirmer, à une nouvelle journée d'action, donc ce sera le jeudi 23 septembre. On avait parlé éventuellement plutôt
d'un samedi. Vous ne craignez pas que la mobilisation aille diminuant en mobilisant à nouveau un jour de semaine? Non du tout, nous avions des demandes qui nous sont remontées d'avoir une nouvelle journée de mobilisation après celle d'hier. Et je crois que l'ensemble des organisations syndicales, les 8 organisations vont appeler à la fois le 23 et le 15, jour où il y aura des initiatives diverses d'interpellation de parlementaires pour essayer d'élargir le mouvement à d'autres salariés qui aujourd'hui ne se sont pas inscrits dans la mobilisation. Mais je crois qu'on aura l'occasion de vérifier que la mobilisation peut encore grandir. Rendez-vous le 23 septembre. Éric Aubin, merci. Question d'une nouvelle, êtes-vous satisfait des déménagements annoncés ce matin par Nicolas Sarkozy? Eh bien non à 92%, 7% seulement vote des internautes du Nouvel Observateur. Grenoble, rien que Grenoble, mais tout Grenoble, c'est ce que répète Nicolas Sarkozy en ce moment aux responsables de l'UMP pour qu'ils intègrent son discours sécuritaire, mais il n'est pas suivi au Sénat, où la commission des lois a rejeté aujourd'hui les amendements du gouvernement sur les peines planchées, les mineurs ou encore l'aggravation des peines pour meurtre de policiers. Jérôme Rabier. Visiblement attachés à la défense des libertés publiques, les sénateurs ont infligé aujourd'hui un désaveu à la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Il y a 2 jours déjà, Gérard Larcher laissait entendre cette inflexion de la Haute Assemblée. Ce matin, plusieurs sénateurs de la majorité ont même argumenté contre les amendements gouvernementaux, notamment les dispositions concernant les peines planchées. Si c'est une loi fourre-tout pour remettre en cause des principes fondamentaux de notre procédure pénale et des valeurs de notre République, eh bien les commissions des lois sont là pour s'y opposer. Nous ne sommes pas un gouvernement, un parlement couché, mais un parlement debout. Une posture idéale pour l'opposition qui se félicite de la sagesse de la majorité sénatoriale. Nous sommes devant un camouflet. Les sénateurs de l'UMP ont su être beaucoup plus sages dans leur raisonnement, refuser cette tendance ou bien cette dérive droitière et revenir à quelque chose de beaucoup plus légitime et plus légaliste. Cette décision complique la situation du gouvernement. Il avait fait de ces amendements une priorité. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, chargé de défendre le texte devant les sénateurs, est apparu agacé avant le début de la séance cet après-midi. Reste au débat parlementaire de trancher sur ces décisions prises par la commission des lois ce matin. La majorité se divise par ailleurs sur la réforme territoriale. La commission des lois de l'Assemblée nationale, cette fois, a annulé les modifications apportées par le Sénat l'été dernier. Ces désaccords, notamment sur l'élection du futur conseiller territorial, promettent une belle bataille entre les 2 chambres où, Emmanuel Kessler, la majorité ne marche pas forcément d'un même pas. Eh oui, si l'Assemblée nationale, Michel et le Sénat ont du mal à jouer les mêmes partitions, c'est d'abord parce que les majorités ne sont pas les mêmes. Au Sénat, l'UMP doit composer en particulier avec les centristes pour faire adopter les projets de loi. L'UMP n'a pas la majorité absolue à elle toute seule. Or, les centristes, justement, avaient réussi à imposer sur ce chapitre des collectivités locales, pour l'élection des futurs conseillers territoriaux, une dose de proportionnel. C'est favorable pour eux. En commission, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés sont revenus au texte initial du gouvernement qui lui prévoit un scrutin majoritaire, scrutin qui lui favorise les grands partis politiques, donc l'UMP. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En principe, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, mais on voit mal comment un texte sur les collectivités locales, c'est la prérogative naturelle du Sénat, pourrait être voté sans qu'il y ait un compromis entre les 2 chambres. Et puis, vous l'avez dit, on l'a vu tout à l'heure, l'autre sujet de bisbille, c'est la sécurité. Gérard Larcher à l'UMP, Jean-Pierre Raffarin aussi ont pris quand même un peu leur distance ces derniers jours avec les déclarations sécuritaires de Nicolas Sarkozy cet été. Et là, ce sont moins les rapports de force qui jouent, les rapports de force politiques traditionnels qui jouent, que la nature même du Sénat et du débat au Sénat, où on est effectivement plus sourcilleux de préserver les libertés publiques. On est particulièrement pointilleux sur ce sujet parce que les sénateurs aussi sont des élus du suffrage indirect et ils veulent donc montrer qu'ils sont moins, si vous voulez, sous l'emprise de l'émotion, comme pourraient l'être les députés. Alors, que le Sénat fasse entendre sa différence, somme toute, c'est à peu près normal, mais c'est vrai que quand cette rentrée déjà assez tendue dans la majorité, ça fait quand même désordre. Merci Emmanuel. La polémique autour de l'argent que l'État va verser à Bernard Tapie rebondit. Le Trésor public va lui signer un chèque de 210 millions d'euros selon le Canard enchaîné.
alors que Christine Lagarde avait évoqué une somme bien inférieure. Elle avait parlé de 20 à 50 millions comme indemnité dans le cadre du dossier Adidas arbitré par le tribunal. François Bayrou dénonce un scandale. C'est franchement triste, dit-il, au moment où le gouvernement peine à boucler un budget de rigueur. La suite du 19h. Comment mettre fin au scandale lié à la pratique en France de la garde à vue? L'avocat pourra être présent tout au long de la garde à vue. Michel Alliot-Marie annonce en ces termes, dans une interview au Monde ce soir, la nouvelle version de son projet de réforme. Après la décision du Conseil constitutionnel, ce dernier a cet été jugé inconstitutionnel les conditions de la garde à vue qui bat des records en France, près de 800 000 chaque année. La nécessité d'augmenter les droits de la défense se traduira donc par cette grande nouveauté, la présence immédiate de l'avocat. Avec nous ce soir, Jacques Mézard, bonsoir. Bonsoir. Sénateur radical de gauche du Cantal, qui dénonce l'usage qui est fait de la garde à vue. Vous n'hésitez pas à parler de scandale. Tout à vous fait. confirmez. Face à vous, Jean-Paul Maigret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Est-ce que vous avez l'impression d'être partie prenante d'un scandale, vous Non. Pas du tout. Alors, la question qui nous occupe ce soir, c'est cette nouveauté, la présence de l'avocat auprès de son client durant toute la garde à vue. Est-ce une bonne chose, monsieur Mézard? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose, mais je crois que la première des choses, c'est de limiter le nombre des gardes à vue. 850 000 gardes à vue, ce n'est pas raisonnable et c'est cela qui engendre... Pourtant, c'est un chiffre qui a explosé ces dernières années. Qui a une augmentation considérable. L'explosion, elle est manifeste. L'explosion, elle est due notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui nous oblige à placer en garde à vue toute personne emmenée dans les locaux de police sous la contrainte. Donc, d'une certaine manière, les policiers préféreraient faire moins de garde à vue, préféreraient également avoir moins de délinquants réitérants qu'on voit X fois par mois. Malheureusement, à la suite d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de décisions jurisprudentielles, on est tenu de placer tout le monde en garde à vue. Donc... Jacques Mézard, quand même, vous n'hésitez pas non plus à parler d'abus policiers. D'abus policiers. Je crois que les policiers, moi je n'oppose pas liberté et sécurité. Je crois que ce qui s'est passé ne facilite pas la tâche de la police. Parce que lorsqu'il faut traiter 850 000 gardes à vue, ça a des conséquences néfastes, d'abord pour le travail des policiers. C'est dangereux pour, bien évidemment, la liberté de nos concitoyens, parce que sur les 850 000, il y en a plusieurs centaines de milliers qui ne seront l'objet d'aucune poursuite. Donc, qui auront le sentiment, en plus, d'avoir passé 24 heures ou 48 heures dans des conditions dont tout le monde reconnaît qu'elles ne sont pas agréables, pour rien. Oui, alors donc, je reprends l'expression de Robert Badinter, qui évoque notamment un scandale dans la République. Jean-Paul Maigret, est-ce que vous pouvez vous témoigner de ce scandale dans la République? Vous êtes acteur et, on va dire, aux premières loges. Le terme scandale est volontairement polémique. Je crois que derrière ça, les grosses difficultés qu'on a eues ces dernières années, c'est notamment toute la délinquance routière, où il y a un certain nombre de gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient placés en garde à vue, parce que c'est les textes qui le prévoient, qui nous y obligent. Il y avait un sentiment chez les gardés à vue qu'on faisait un travail qui n'était pas nécessaire. Il y a eu une véritable priorité gouvernementale sur la délinquance routière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des gens qui sont pris en état alcoolique, on ne sait pas faire autre chose qu'un placement en garde à vue pour les avoir à disposition, pour leur faire voir un médecin, parce que leur état alcoolique nécessite un certain nombre d'examens, et pour après coup les auditionner pour mener une procédure quasi classique. Et là-dessus, on perd énormément de temps. Ceci n'explique pas l'augmentation considérable de plusieurs centaines de milliers de gardes à vue par an dans les 5 ou 6 dernières années. Et je crois qu'il faut rappeler aussi que normalement, mais c'est devenu impossible, dans les faits, la garde à vue se fait sous contrôle du parquet. Or, on sait très bien, vous et moi, qu'il y en a tellement de gardes à vue que c'est un contrôle qui est très souvent symbolique. Donc moi, je ne fais pas du tout le procès de la police, au contraire. Au contraire, je crois qu'ils sont soumis à un système aujourd'hui qui est nocif d'abord pour les policiers et aussi pour les citoyens. Pour les policiers. Bon, quand même, vous pouvez quand même défendre certains bienfaits de la garde à vue. Est-ce que, quand même, c'est une méthode que vous reconnaissez
pour faire avancer les enquêtes? La garde à vue est un acte d'enquête. On l'oublie un peu trop souvent. Alors, rappelez-le, justement. C'est un acte d'enquête qui, aujourd'hui, devient majoritairement un acte lié à d'autres actes formels, visite d'un médecin, présentation, enfin, acte préalable à la présentation à un magistrat, alors qu'au départ, c'est un acte d'enquête destiné à faire des auditions, Est-ce que ça faire des perquisitions. demeurera un acte d'enquête, selon vous, si les policiers ont dans les pattes, j'ai envie de dire, un avocat dès la première heure de la garde à vue, oui ou non? La difficulté, c'est qu'on aura beaucoup plus de mal à faire des auditions et on aura plus de mal, avec une durée constante qui est de 24 heures, prolongeable une seule fois, à faire tout ce qu'on faisait avant, dans un contexte où on aura obligatoirement moins de moyens. C'est-à-dire faire l'ensemble. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes à faire, il y a un certain nombre de perquisitions, il y a un certain nombre de placements sous scellés à faire qui occupent ce que vous en totalité. Aussi, dans cette période de garde à vue, c'est de l'aveu quand même. Mais malheureusement, aujourd'hui, la police technique et scientifique, elle montre ses limites. Donc on est aussi obligé d'avoir l'aveu. Moi, je prends l'exemple de Grenoble. Ce qui est reproché dans l'affaire de Grenoble, c'est que le mis en cause n'est pas avoué. Donc ce qui fait la différence, malgré tout un tas de séries télé qui peuvent magnifier l'ADN ou magnifier tout un tas de processus scientifiques, on s'aperçoit que non seulement ça a un coût énorme, mais en plus ça a ses limites. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires. Ce qui fait la différence, malheureusement, c'est l'aveu peut-être. D'accord. Vous craignez de perdre du terrain face aux voyous? On va perdre énormément de terrain, on va perdre énormément de temps et on aura de moins en moins de moyens qu'on pourra consacrer à la résolution d'un certain nombre d'enquêtes, qu'elles soient complexes ou petites, parce que là aussi, on oublie la petite délinquance. D'accord. Alors Jacques Mézard, c'est bien sûr, c'est impératif de respecter les libertés publiques, mais quand on entend là un responsable du syndicat des commissaires, on se dit que les exigences de l'enquête vont en pâtir. Il y a eu le même débat il y a fort longtemps quand les avocats sont entrés dans les cabinets des juges d'instruction. Ça n'a pas remis en cause le travail des juges d'instruction. Je crois d'ailleurs qu'il faut être cohérent. Quand dans la LOPSI 2, on nous indique qu'on passe de la culture de l'aveu à celle de la preuve avec la police scientifique et technique, c'est aussi une reconnaissance d'une modification fondamentale de l'évolution des choses. Mais je crois qu'il ne faut pas encore et toujours opposer le travail de l'avocat, qui est un auxiliaire de justice, au travail de la recherche de la vérité. Vous ne voyez pas comme ça, vous. L'avocat a un rôle qui est tout à fait respectable. L'avocat défend les intérêts de son client, et uniquement ça, et c'est sa raison d'être. Il ne concourt pas à la manifestation de la vérité, parce que sinon il y aurait une certaine forme de confusion avec le travail des magistrats, le travail des policiers. Non. Chacun doit être dans son rôle. L'avocat est un auxiliaire de justice, et très souvent, vous le savez comme moi, il conseille son client en lui recommandant souvent. Parfaitement, il y a des cas qui sont très clairs. Je n'en connais pas. Moi, j'en connais parce que j'ai quand même, dans une autre vie, exercé 37 ans. J'en connais. L'avocat n'est pas un adversaire de la justice. Il concourt au fonctionnement de la justice. Bon, alors là, il y a encore débat. Dites-moi, je vois que le texte de Michèle Alliot-Marie ne semble en fait satisfaire personne totalement. Les avocats, certes, saluent leurs nouveaux droits, mais dans le même temps, ils redoutent l'introduction, vous avez regardé cela de très près, bien sûr, d'un régime d'audition libre qui donc permettra d'entendre un suspect, alors là, sans mesure de contrainte, mais sans avocat. Oui, mais c'est évidemment... Donc beaucoup de suspects préféreront sans doute ces mesures-là, pas de contrainte, certes pas d'avocat, pas de défense, mais ils n'auront pas, dans des conditions souvent indignes, dans les cellules de garde à vue. Non, mais on entre dans un système qui va être mauvais parce que il ne fera plaisir à personne, parce que c'est quoi une audition libre quand on n'est pas libre de sortir? Déjà, le titre de ce nouveau système démontre son inadéquation. Et en plus, dire à quelqu'un, monsieur, soit vous acceptez une audition libre, soit vous êtes placé en garde, c'est effectivement un moyen d'obtenir des aveux, dans certains cas, qui ne seront pas de bons moyens. Donc ce n'est pas un bon système. Et deuxièmement, dans le projet qui semble dire, il n'y aura plus de garde à vue quand on risquera moins d'1 an d'emprisonnement, il faudra donc risquer une peine de prison pour aller en garde à vue, c'est absolument ridicule, puisqu'on sait que l'immense majorité des délits aboutit à des scènes à des sanctions possibles
que nos concitoyens n'imaginent pas. Hein. L'usurpation de plaques minéralogiques, c'est 7 ans. La conduite en état d'alcoolémie, rien que la conduite, on risque 2 ans ferme. Donc, cessons aussi d'être dans ce processus sécuritaire. Oui. Il faut appliquer la loi, hein, l'appliquer correctement, mais faire en sorte qu'on n'ait plus ce type de situation. Concrètement, pour conclure, ce nouveau droit accordé aux avocats va tout de même les obliger à être disponibles en permanence, hein, parce que là, il y a des mis en garde à vue à toute heure du jour et de la nuit. Mais est-ce que ce sera vraiment réalisable? On ne peut pas comme ça siffler les avocats en permanence. En province, un certain nombre de barreaux de province risquent d'avoir de sérieux problèmes. Alors à Paris, mais Paris n'est pas la France, on risque d'avoir une explosion de demandes d'avocats qui choisiront d'exercer dans ce domaine. En province, malheureusement, ça sera beaucoup plus dur. Merci à tous les deux. En tous les cas, la gauche demande l'examen de ce texte de Michel Alliot-Marie le plus vite possible, Monsieur Mézard. C'est ce que nous réclamons depuis des mois et des mois. Merci à tous les deux. Dernière page du 19h. 3 questions à Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France. Cantine, le règne de la malbouffe, eh bien le sujet passionne le président de l'Association des maires de France. Normal, les cantines relèvent du service public municipal, même si de nombreuses mairies en confient désormais la responsabilité à des sociétés privées. Question de coûts et d'investissement. Plus de 10 millions d'élèves se nourrissent à la cantine, dont les repas, il faut le dire, ne sont pas toujours à la hauteur d'une qualité minimum, et pourtant des solutions existent, pas forcément plus coûteuses. Il suffirait par exemple de cesser l'incroyable gâchis. Sachez que 30% des quantités cuisinées et servies sont jetées. Bonsoir Jacques Pélissard. Bonsoir. Vous signez ce livre, Cantine, le règne de la malbouffe, mais c'est pour nous dire que les cantines municipales ne sont pas forcément condamnées à être le royaume de la malbouffe. Alors c'est le règne de la malbouffe avec un point d'interrogation. Oui. Et puis il y a beaucoup de cantines, beaucoup de restaurations scolaires qui se passent bien, avec des repas de qualité servis aux enfants. Alors, la question vient très vite dans cet ouvrage. Faut-il mettre en cause les sociétés de restauration collective qui souvent s'implantent dans les villes? Non, ça c'est le choix du maire. Le maire et son conseil municipal soit choisissent ce qu'on appelle la gestion directe, la régie directe, soit choisissent de déléguer. C'est en fonction des investissements réalisés, en fonction des équipes en place, en fonction de la sensibilité de tel ou tel par rapport à tel mode de gestion. Mais le maire est libre et le maire Alors vous avez choisi. Moi, j'ai choisi de conserver effectivement en régie directe la gestion de la restauration municipale. Mais j'ai privatisé d'autres choses. D'autres services. Mais pourquoi avoir préservé à Lons-le-Saunier, puisqu'il s'agit de la préfecture du Jura, la cantine municipale? Pour conserver une approche globale du service à la population. C'est vrai qu'on a gardé la restauration municipale, restauration scolaire pour les personnes âgées, mais on a aussi gardé la gestion de l'eau. Et on peut faire ainsi donc la liaison entre la protection et un rapport essentiel. Nous avons mis en place depuis 10 ans, 20 ans maintenant, une protection de la ressource en eau des nappes phréatiques. Et avec cette protection, on a pu développer le bio. Et le bio ensuite, le meilleur débouché du bio a été la restauration municipale. On a mis en place le bio, le pain bio, avec du blé bio. Ah bon? Toutes les on dit que le bio est plus cher que tout le reste. Vous arrivez à faire de la nourriture bio dans les cantines? Oui, bien sûr, toutes les cantines. Maintenant, le restaurant municipal, donc pour les adultes, pour les personnes âgées, pour l'hôpital, tout est en bio. Pourquoi? Et à combien vous revient le prix d'un repas, par exemple? Pour les enfants, c'est 3,10 €. 3,10 €. Et c'est quoi? Tout compris, la préparation? Tout compris, bien sûr. Ah bon. Et la nourriture en elle-même, c'est combien? La nourriture, la nourriture, c'est 1,80 €. Ah oui, c'est pas cher quand même. Hein? Le reste, c'est la main-d'œuvre et c'est également les frais généraux. Alors, ceci hors garderie. Il y a une partie garderie. Bien sûr. Mais on parle des repas. On parle des repas, 3,10 €. Est-ce que c'est une mission qui fait peur aux maires aujourd'hui? Parce qu'il y a l'exigence de qualité des repas, elle n'est pas toujours garantie, on l'a vu. Puis il faut aussi servir des repas en toute sécurité sanitaire. Il y a un risque d'exposition là du maire. Il y a 3 impératifs qui se conjuguent et qui parfois sont antinomiques l'un par rapport à l'autre. Il y a un objectif de qualité gustative, il y a un objectif de qualité sanitaire, puis il y a un objectif de prix. Et c'est bien ces 3 objectifs que le maire doit avec le choix qui est le sien. Alors moi, j'ai choisi effectivement de conserver une gestion donc publique par la régie municipale, mais à condition d'investir dans les équipements. On a investi 13 millions de francs, c'est juste avant le passage d'euros, alors peut-être. Non, à l'époque de francs. En matériel, tout dans les femmes qui vont tourner la machine. D'accord. Donc,
cuisiniers, diététiciens, acheteurs, bien sûr, qui permettent de gérer la totalité du cycle. Un gros point d'interrogation quand on dit que les cantines sont le rêve de la malbouffe, hein, c'est ce que vous expliquez dans ce livre, avec Philippe Durèche, qui est un spécialiste de la restauration collective. Jacques Pélissard, comme président de l'AMF, vous avez eu l'occasion de dénoncer certaines attaques contre les maires. Hein, oui. C'était qui venait de votre camp, hein, de Christian Estrosi, qui a imaginé des sanctions financières contre les manquements des maires en matière de sécurité. J'ai lu que le chef de l'État, pas plus tard qu'hier matin, avait apporté son soutien à son ministre. La polémique continue? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pris une position forte en disant que les maires donc, sont libres de la gestion de leur politique de prévention, avec une liberté dont ils rendent compte devant leurs électeurs. Et aucun tribunal ne peut juger les maires sur la qualité de sa politique de prévention. C'est l'électeur qui nous juge. Premier point. Deuxième point, j'ai dit que le maire était libre de mettre en place de la vidéoprotection de la police municipale ou des contrats, ce que nous avons fait dans ma ville, donc réciter des activités de cohésion sociale. Et ça, c'est bien la responsabilité du maire. Et je dénie à quiconque le droit d'envisager une punition, une sanction à l'égard des maires. Les maires sont libres. Vous avez été surpris parce que M. Estrosi, il faut le rappeler, il est aussi maire de Nice. Oui, mais il a peut-être voulu donc calquer donc sa solution niçoise sur l'ensemble des réalités françaises. Mais celles-ci sont diverses d'un territoire à l'autre. Je crois que sa démarche, c'est une démarche d'un maire qui a réussi sa politique de prévention, mais qui voudrait donc la décalquer ailleurs. Et ça, c'est différent. C'est pas possible. La réalité des territoires, la réalité des formes de délinquance est par hypothèse très diverse. Est-ce que vous êtes dans la majorité du côté de ceux qui dénoncent le tout sécuritaire, comme par exemple Jean-Pierre Raffarin, qui parle même de dérive droitière? Est-ce que vous irez jusque-là? Non, pas du tout. Non, il faut de la sécurité. L'État, dans ses fonctions régaliennes, est responsable de la sécurité. De la partie police, donc répression. De la partie justice, donc sanction. Les maires, eux, ont la charge de la prévention. Et c'est bien donc l'articulation des trois qui permet l'efficacité d'une demande de sécurité, d'une démarche de sécurité qui répond à un souhait de nos concitoyens. Autre dossier polémique du moment, les Roms. Là, les maires sont en première ligne. Est-ce que vous êtes pour le démantèlement des camps jusqu'à l'expulsion hors des frontières? Quand il y a une décision de justice, à mon sens, il appartient au maire comme à l'État de respecter la décision de justice. Si une décision de justice décide d'expulser des Roms ou des gens de voyage, ce qui est deux choses totalement différentes, respectons la décision de justice. Les maires, eux, n'ont pas donc à supporter donc une décision de justice qui ne serait pas respectée. D'accord. Et l'expulsion en Roumanie? Quand les populations en question sont dans une situation donc irrégulière ou de dangerosité pour nos territoires, l'expulsion me paraît légitime. D'accord. Toute dernière question, Jacques Pélissard, à propos des gens du voyage que vous venez d'évoquer. Beaucoup d'élus demandent à l'État de s'impliquer plus fortement, car les municipalités ne peuvent pas faire face. C'est un combat que vous menez aussi? Non, alors les choses sont un peu différentes. Oui. Il y a ce qu'on appelle les aires d'accueil sur nos communes. Mais il n'y en a pas assez. Il y en a 50%. On a déjà fait 50% des aires nécessaires. Oui. Donc il y a déjà une partie du chemin qui a été faite et c'est important. Par contre, moi je demande que l'État s'investisse plus sur ce qu'on appelle les aires de grand passage. Donc des populations entières qui se déplacent donc d'un département à un autre ou sur l'ensemble du territoire national, qu'il faut héberger provisoirement avec des caravanes, avec des chapiteaux. Et là, l'État doit être, à mon sens, maître d'ouvrage de la réalisation de ces aires. Quitte à ce que les communes, par contre, donc, contribuent à l'entretien, à la maintenance des aires en question. Très bien, merci Jacques Pélissard. C'est la fin de ce journal. Tout de suite sur la chaîne parlementaire, Assemblée nationale, question d'info avec Patrick Devedjian. Prochain rendez-vous sur Public Sénat, 22h avec le journal et Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous. Certains disent que c'est sa dernière campagne, pourquoi vous avez toujours ce goût-là? Oui, on a dit ça souvent. Monsieur Le Pen, certains disent que c'est votre dernière campagne. Vous, c'est le dernier round, c'est la dernière campagne. Je me pose souvent la question, Monsieur Le Pen, est-ce que c'est votre dernière élection? J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien, j'attendrai que le patron sonne le rappel. Le Pen, le dernier combat, un documentaire de Thomas Raguet. Il a suivi la dernière campagne du chef frontiste. Samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.